Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que, de qualité, dans une ambiance détendue comme toujours. C'est absolument important pour nous. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 70. Déjà, on le dit à chaque fois, mais 70, c'est un chiffre rond, donc autant le mettre en avant. Je suis Audrey Deléris, chasseuse de tête au sein du cabinet Fed Legal et cofondatrice avec Pierre ici présent du Fleet Network, le réseau de juristes dans la tech qui compte près de 700 membres. Comme vous le savez, depuis maintenant 70 émissions, je ne suis pas seule puisque nous sommes trois chroniqueurs et je suis accompagnée de mes acolytes préférés, Pierre Landy et Lyndia Le Sauvage. Lyndia, toi, tu es toujours la reine de la scène, comme j'aime te présenter, experte de la prise de parole en public et de la process com, qui a coaché de nombreuses directions juridiques, mais aussi autres membres du CODIR. Si vous avez besoin d'être accompagné par la personne en charge vraiment de vous faire réaliser de merveilleuses présentations, appelez Lyndia. Pour toi, Pierre, tu es aussi évidemment le roi des directeurs juridiques, ex-directeur juridique de Yahoo et de Ledger, aujourd'hui cofondateur de l'Alliance ENCO et executive mentor. Tu accompagnes dans le développement du leadership de nombreux membres du CODIR, et notamment les directeurs juridiques. Donc pareil, si vous voulez être accompagné par le roi du leadership, c'est Pierre qu'il faut appeler. Pierre et Lydia, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ben, ça va bien, ravi d'avoir nos deux invités que tu vas présenter dans quelques instants, puisque j'ai la chance de les connaître. Donc, c'est un beau plateau aujourd'hui. Absolument, et c'est pas si souvent qu'on ait deux invités, On a donc un on est beau ravis de plateau, vous c'est sympa. avoir. En plus, Ça commence bien. deux membres du Fleet Network, French Lawyers in Tech, donc vraiment, on est en famille aujourd'hui. Avant de présenter donc nos deux super invités, tout aussi super d'ailleurs que les autres invités hein, qui sont là jusqu'à présent, est-ce que vous pourriez nous dire, Pierre et Lyndia, de quoi vous allez nous parler durant vos chroniques à la fin de l'émission? Absolument. Alors moi, je vais donner quelques trucs et astuces pour mener une enquête interne. Quand ça vous tombe dessus et qu'on vous demande voilà, de prendre en main une enquête interne parce qu'il y a une dénonciation, quelque chose, comment s'y prendre? Eh bien, je vous donnerai toutes mes petites astuces. Merci Pierre. Et toi, Lyndia, tu vas nous parler de quoi tout à l'heure? Et alors, quant à moi, c'est notre 70e émission, les amis. Donc, je profite de cet inédit pour célébrer. Aujourd'hui, on va célébrer en entreprise. D'accord. Il faut savoir qu'on ne savait pas en fait la chronique de Lyndia. On a essayé de lui tirer le verre du nez, elle ne voulait pas nous le dire. Donc, hâte d'y être aussi tout à l'heure. Cadeau. Il est temps donc d'accueillir nos deux invités, nos deux super invités, Nadia Lamrari et Nathan Klein, vous êtes tous les deux senior legal counsel chez Google. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Comment ça va, Nadia? Super, trop Merci. bien, trop contente d'être dans l'émission. Bah, pareil, super content d'être là. Merci pour l'invitation. On est vraiment enchanté de participer à cette belle émission. Et on est ravis que vous ayez accepté surtout, donc merci. Est-ce que vous pourriez nous dire le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui à nos auditeurs? Alors, on a choisi un thème un peu particulier qui est assez différent des sujets purement juridiques. Et l'idée, c'était peut-être de montrer qu'avec peu de moyens, finalement, on arrive à se consacrer à une cause qui nous tient à cœur et qui permet d'aider des étudiants en droit. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque Non, chose, c'est Nathan. très bien résumé. Parfait. Vous allez nous expliquer davantage évidemment en quoi ça consiste. Et dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux? Alors, je m'appelle Nadia Lamrari, je suis juriste chez Google depuis maintenant 10 ans. Cette année, c'est ma 10e année. Et je lead l'équipe en charge des questions sur le cloud computing pour la France. Et donc, Nathan, moi, ça fait 12 ans que je suis chez Google. Donc, la direction juridique de Google à Paris est rattachée enfin, il y a deux pôles. Il y a un pôle contentieux, un pôle ce qu'on appelle product and commercial. Moi, je m'occupe de l'équipe product and commercial. On fait de la négociation de contrats, du lancement de produits et tout ce qui est attrait aux affaires réglementaires en France sur tous les produits et services qu'on a disponibles sur le marché, donc YouTube, nos appareils numériques, etc., etc. Merci. On va passer du coup à l'interview. Est-ce que je crois que Linda, tu avais une première question pour nos invités? Alors, la première question pour nos invités. Mais non, Audrey. Oui, pardon, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Merci, Audrey. De rien, Euh, Linda. c'est la 70e. On n'a pas fait de blague pour la 70e d'ailleurs. On Non, devrait c'est s'y vrai. remettre, les amis. Non,
Non, on direct. recommence pas le coup des blagues si tu veux bien. Non, Non. Hein. d'accord. On Ceux qui arrête le coup veulent des blagues. voir les blagues de l'India, vous regardez l'épisode, vous cherchez l'épisode avec Laurent Tari et 43, la bonne épisode blague de 43. l'India qui nous a perturbé pendant à peu près les 10 premières minutes de l'émission. Donc voilà, si vous voulez vous rigoler, vous regardez ça, mais on recommence pas. Merci. Alors, sérieusement, Nathan, Nadia, vous êtes ici donc pour nous parler du Google Leaguer Summer Institute. Il s'agit de quoi au juste? Merci Lydia. Ouais, c'est un sujet sur lequel on travaille tous les deux depuis un moment maintenant et qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, effectivement, ça s'appelle le Google Legal Summer Institute. C'est une expérience qui invite des étudiants en droit qui sont issus de milieux sous-représentés dans la filière juridique pour passer un stage d'été complet avec l'un de nos partenaires cabinets d'avocats et une semaine de formation en immersion totale chez nous, avec à la fois des ateliers vraiment juridiques et qui permettent aux étudiants de découvrir les différentes fonctions qui gravitent autour de la fonction même du juriste en entreprise, et des workshops un peu plus pratiques, comme comment rédiger un CV, comment tenir une interview, un entretien, pardon, ou encore comment se faire un peu plus confiance. L'idée, c'est que c'est une initiative qui est née aux US au départ, qui est née de nos collègues américains, pour une audience qui est un peu différente de celle qu'on a ciblée nous, euh, et qui vise à améliorer la représentation dans les fonctions juridiques, et notamment dans les entreprises de la tech, en élargissant les opportunités pour ces étudiants-là, en retirant les obstacles qu'ils peuvent rencontrer lors de leur parcours juridique. On sait très bien que les étudiants aujourd'hui cherchent pas mal de stages en entreprise. Et donc, l'objectif principal, c'est un peu de leur donner un coup de pouce, de leur dire qu'ils sont aussi méritants que ceux qui ont un carnet d'adresses bien fourni, qu'ils ont leur place dans des cabinets d'avocats prestigieux, qui ne visaient pas particulièrement au départ, et qu'ils ont quelque chose de précieux en fait à leur apporter. Et mais je sais pas, je sais plus d'ailleurs si on en parle plus tard. Si on en parle plus tard, vous ne répondez pas maintenant. Vous les sélectionnez comment? Parce que ça, c'est évidemment la question qui me vient immédiatement, mais je ne sais pas si on en parle plus tard. J'ai un doute. Ouais, on va en parler un peu plus tard. Ok, on reviendra dessus. Donc Si. maintenant, on va parler de LSI. Hein, vous avez tous suivi Legal Summer Institute. Mais voilà, donc quand on dit LSI, on parle de ça. C'est quoi les objectifs? Il y en a 4 et ils sont plutôt simples, hein. Je pense que j'en ai touché un peu un mot tout à l'heure en présentant le programme. Mais le premier objectif, c'est de fournir aux étudiants des stages d'été dans des cabinets d'avocats qui font la place de Paris, qui sont assez prestigieux et que ces étudiants-là ne visaient pas au départ, ne considéraient peut-être même pas par manque de confiance en soi ou de réseau. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'offrir une exposition assez précoce, pardon, une exposition précoce aux carrières juridiques. On parle beaucoup du juriste en entreprise, mais en fait, autour de cette fonction, il y a plusieurs fonctions différentes. En tout cas, chez Google, on a les product counsel, comme en parlait Nathan, on a des juristes spécialisés dans certains domaines. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais du coup, l'idée, c'est vraiment de graviter autour de la fonction juridique et de montrer qu'il existe toute une myriade d'opportunités à la suite de leurs études. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif sur lequel on travaille, c'est de partager des bonnes pratiques, comme on le fait aujourd'hui dans le cadre de l'émission, au sein d'un milieu qui reste encore largement entaché par un entre-soi un peu élitiste, notamment dans la capitale parisienne, pour développer un programme de stage qui donne des opportunités à des étudiants sous-représentés. Et donc le quatrième objectif qui en découle, c'est justement de participer à notre niveau. On reste assez modeste sur ce qu'on peut faire, mais participer à notre niveau à l'amélioration de la diversité dans les cabinets d'avocats et dans les entreprises de la tech. Ok. Et les étudiants là, que vous sélectionnez, est-ce qu'ils perçoivent une rémunération? Comment ça s'organise concrètement? Ouais, on a été très clair dès le départ avec nos cabinets d'avocats partenaires. L'idée, c'est que ces étudiants, souvent, ont besoin de travailler l'été pour assumer l'année scolaire qui suit derrière. Et donc, c'est un pécule qui n'est pas négligeable pour eux, ce job d'été finalement. Donc, en passant un mois chez nous, on aurait pu se dire, un mois chez nos cabinets d'avocats, on aurait pu se dire qu'ils perdaient ce pécule important et donc peut-être qu'ils perdaient l'opportunité de faire ce stage. Donc, on insiste auprès des cabinets d'avocats pour que ce soit un stage rémunéré et qu'il soit rémunéré à un taux qui corresponde à celui qu'ils appliquent déjà pour leur programme d'été.
Ok. Et pour revenir un peu, pardon Pierre, je te coupe juste un petit instant, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le panel de qui est représenté, enfin comment ça s'organise, comment vous êtes allé chercher aussi ces partenaires cabinet d'avocats pour bien expliquer en quoi ça consiste et ce que ça représente concrètement? Ben, déjà, comme l'a dit Nadia, c'était un programme qui existait aux États-Unis. Et en 2019, on était assis à côté à l'époque. On était Dans la même équipe. on était dans la même équipe. On faisait partie de la même équipe. Et puis, on s'est dit qu'on avait envie d'essayer d'importer le programme en France, de faire un pilote le temps d'un été pour voir comment ça pourrait se dérouler. Parce qu'on aimait bien l'idée du programme, on était séduits. Je pense que ça correspondait aussi à nos sensibilités, à ce qu'on avait aussi envie de créer au sein de l'entreprise. Donc, on a été voir nos managers, on a débloqué un peu de budget de frais d'avocat et on a pu se lancer. On avait la chance d'être déjà en contact avec la Grande École du Droit, qui est un programme de droit à Paris-Saclay. On leur a fait part de notre projet. On leur a demandé de chercher dans leurs étudiants s'il y avait des étudiants qui correspondaient au but du programme. Encore une fois, c'est d'aider des étudiants qui n'ont pas nécessairement le réseau ou les connaissances pour trouver un premier stage. Et on a fait quelques entretiens et on a eu la chance de recruter Claire Emeline qui a passé un mois chez nous et un mois au sein du cabinet DDG, donc qui est notre partenaire, notre cabinet partenaire depuis le départ. Ça a été une expérience vraiment, vraiment positive. On a déjà des stagiaires, on a des stagiaires toute l'année au sein du département juridique. Mais là, d'accueillir un stagiaire qui est au niveau L3, hein, donc licence, donc on a adapté effectivement les missions à son niveau. Mais ça a été une expérience positive. Et fort de cette expérience, on a voulu la renouveler en 2020. Donc 2020, année Covid. On avait trouvé la non moins brillante Wafa, qui est aujourd'hui d'ailleurs stagiaire au sein de la direction juridique de Google à Paris. Voilà, on était prêt à relancer l'initiative en 2020. Ben, là, c'était un peu compliqué du fait du contexte. Et même pour Wafa, ça n'aurait pas été une expérience très intéressante de faire son stage dans les conditions en 2020. Mais à la rentrée 2020, alors qu'on était encore en confinement, qu'on voyait aussi les étudiants galérer dans les universités avec des cours en Zoom, avec très peu de liens avec le monde professionnel, on s'est réunis avec une bande de juristes. Nous, on fait partie de l'équipe IMIE, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et puis, on avait été voir avec Nadia les managers des équipes IMIE en disant, bah, plus que jamais, il nous semble nécessaire en fait d'étendre le programme et de le relancer en fait cette année, enfin, en tout cas pour l'été 2021. On a eu un green light, on a fait appel aux volontaires qui étaient intéressés par relancer ce programme et on a pu lancer à l'été 2021 en France, en Espagne, en Angleterre, au Nigeria, en Israël, avec une douzaine d'étudiants. Le programme qu'on avait forcément adapté un peu au cadre qui était encore, on était encore dans une période post-Covid, donc les étudiants, en fait, effectuent un stage de 2 mois, selon les pays, mais nous, en France, en fait, ils font 2 mois en cabinet, et ils vont effectuer une semaine chez Google. Dans le cadre, au cours de cette semaine, ils vont avoir accès à tout un tas de conférences avec des membres de l'équipe juridique. Donc, l'équipe juridique vraiment élargie, c'est-à-dire des juristes produits, ce qu'on appelle des product counsel, donc des juristes qui sont vraiment rattachés à des divisions produits, des juristes spécialistes, donc spécialisés en privacy, enfin, en droit des protections des données personnelles, en droit d'auteur, etc., etc. Mais aussi des panels un peu plus pratiques sur la rédaction d'un CV, on a une session maintenant qui est super faite par Xavier de l'équipe de Nadia sur comment en fait on interagit avec des commerciaux dans le cadre de négociations, dans le cadre notamment de négociations de produits cloud. Donc c'est une session qu'il anime avec une commerciale des équipes cloud en France. On a I Am Remarkable on a avec Linda. ouais. Donc, I Am Remarkable, c'est une session un peu pratique pour donner confiance en soi aux étudiants. On le fait en général au début de la semaine pour leur permettre d'être plus à l'aise pendant la semaine, de pouvoir poser leurs questions. Et ça, c'est notre collègue Linda qui s'en charge. Voilà, des sessions avec des stagiaires. Enfin, voilà, c'est assez varié et voilà, ça rencontre beaucoup de succès. Les étudiants en ressortent en général assez satisfaits. Aujourd'hui, cette année, en 2024, on aura 40 étudiants
Et on a, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste des pays, mais on a presque une quinzaine de pays maintenant. Et donc, ça veut dire que toutes les 2 semaines, on a un call le lundi matin avec nos collègues qui sont présents dans tous les pays dans lesquels le programme est lancé pour justement organiser et préparer l'édition de l'été 2024. Euh, Peut-être pour revenir sur la question de Pierre sur la sélection, c'est une très bonne question. Euh, Ça va se faire de manière différente dans chaque pays. On a, pour certains pays, il est possible de postuler en ligne. Donc, il y a un formulaire qui est en ligne, on a un site internet. Et dans certains pays, bah, les étudiants qui sont intéressés par le programme peuvent postuler en ligne. Nous, en France, on a fait le choix de continuer notre partenariat avec la GED, avec la Grande École du Droit. Et depuis 3 ans, on travaille aussi avec une association qui s'appelle La Courte Échelle, qui est une association qui vraiment, enfin, s'inscrit exactement dans le but du programme. C'est une association qui offre des opportunités de mentorat pour les étudiants en droit et justement qui leur donne l'accès au monde professionnel et qui les aide à trouver des opportunités, notamment des stages. Et, euh, et, et, enfin, c'est un partenariat qui est vraiment intéressant et qui nous aide justement à aller chercher des profils d'étudiants qui ne penseraient pas forcément à postuler chez Google. Et l'impact est vraiment mesurable, ne serait-ce que lorsqu'on organise des sessions d'entretien, en fait, et on va recevoir 4, 5 étudiants, et même ne serait-ce que de recevoir des étudiants qui arrivent chez Google dans une grande entreprise pour rencontrer des juristes, rien que ça, rien que l'expérience, en fait, est super intéressante. On l'a fait il y a un mois et demi. Les étudiants ont aussi l'occasion, pendant qu'ils patientaient avant de passer leur entretien, de passer une demi-heure avec d'autres juristes, donc d'échanger, d'avoir ce lien avec le monde professionnel. Et donc voilà, donc ce partenariat avec cette association nous aide vraiment à accomplir notre mission qui est encore une fois, de donner des chances à des étudiants qui galèrent. Souvent, ils nous disent, bah, nous, on envoie des CV à des cabinets d'avocats, mais on n'a jamais de réponse. Et là, justement, c'est un petit coup de pouce qu'on leur offre, même si c'est vrai on fait quand même une sélection parce que ce soit de la part de la Grande École du Droit ou de la Courte Échelle, on reçoit plusieurs CV et il faut sélectionner les 2 personnes. Cette année, on a 2 personnes en France qui participeront au programme. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le fait de les confronter à un entretien, en fait, c'est un peu l'idée aussi de l'association avec laquelle on travaille et qu'on respecte beaucoup. Je crois que ce que disait le fondateur, donc c'est un magistrat qui s'appelle Youssef Badr, et il disait l'idée c'est d'offrir une main tendue. Et en fait, quelle que soit la forme de cette main tendue, encore une fois, juste venir à un entretien, avoir l'opportunité de discuter avec nous, bah, de nous ajouter sur LinkedIn, de nous demander si plus tard on a peut-être des offres de stage ou si on peut les aider à trouver un stage après, c'est déjà énorme et c'est déjà un peu une main tendue. Et donc, on essaye d'aller un peu plus loin avec le programme Alors moi, Legal je voulais School. rebondir sur quelque chose. En préparant l'émission, je me souviens qu'on avait aussi évoqué, même en amont de la recherche de stage et tout ça, que ne serait-ce que de venir chercher des informations pour faire un master 2, vous aviez évoqué quand même une histoire de discrimination que vous aviez soulignée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Volontiers. En fait, on voit que ça avance. En Mm. tout cas, nous, on a des cabinets d'avocats partenaires qui jouent vraiment le jeu, qui prennent parfois non pas seulement un étudiant, mais 2 étudiants, qui les gardent. On a des exemples d'étudiants qui sont passés par le programme et qui sont devenus collaborateurs dans un cabinet d'avocats ou qui sont restés dans une entreprise après. Donc, ils jouent vraiment le jeu, mais il y a encore enfin, le chemin est encore assez long. Et ce que tu disais, Lindia, c'est assez juste. Donc, il y a une étude euh, que je lisais l'autre jour dans Le Monde et qui disait que ne serait-ce que à l'étape de la recherche d'informations pour postuler un master, avec 3 candidats fictifs. Donc, on a un candidat de référence, un candidat qui indique se déplacer en fauteuil roulant et un candidat qui porte un nom et un prénom originaire d'Afrique du Nord. En fait, dans la filière du droit, c'est là où on observe le plus de discrimination et là où on a une moyenne de 17% de masters qui ne répondent pas à l'étudiant qui a un nom à consonance africaine, on va dire. Ben, en fait, dans la filière du droit, ça va jusqu'à plus de 30%. Donc, il y a encore du chemin et on espère, à notre niveau, pouvoir réduire ce gap. Vous Alors, faites trop ça tard. prend, on imagine que tout ça, quand même, enfin, vous êtes très occupé.
êtes, voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. Et donc, j'imagine que tout ça, ça a du sens pour vous voilà, de faire tout ça, et puis pour les étudiants, bien sûr aussi. Voilà, pourquoi vous êtes dit, on va faire ça? Bah, euh, sans vouloir trop sortir les violons, mais il y a quand même une culture chez Google assez importante, notamment en termes d'entrepreneuriat interne, de ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise, en plus de ce qu'on appelle le core job, vraiment voilà, des missions qui nous sont attribuées. Il y a le fameux 20%, c'est le 20% de temps de travail que les ingénieurs ou que d'ailleurs d'autres types d'employés peuvent allouer à un autre projet. Il y a une initiative qui va avoir lieu en juin qui s'appelle le Google Serve, dans le cadre duquel les employés vont passer une après-midi, une journée pour servir une cause utile. On a au sein du département juridique un programme qui s'appelle Google Legal Impact, qui est là plus de l'ordre du pro bono classique. Donc il y a quelque chose qui est vraiment enraciné chez Google de l'ordre de faites quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, lancez-vous. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'était lancé sur ce pilote. Euh, Si on a pu, je pense, l'élargir à plusieurs pays, c'est qu'il y a aussi une forte identité au sein de l'équipe juridique de Google et une habitude en fait à collaborer sur nos projets. Mais du coup, comme on collabore beaucoup, c'était vrai surtout avant le Covid, on voyageait beaucoup, on voyait beaucoup nos collègues de l'étranger. Du coup, il y a moins de silos et ce type d'initiative est plus évidente à réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on appelle des OKR, donc des objectifs annuels, même au sein de l'équipe juridique, et qu'on en a un qui s'appelle Foster a Culture of Respect, Inclusion and Belonging. Donc vraiment, dans les objectifs de l'équipe juridique, il y a cette idée d'inclusion et de diversité. Et le programme LSI et donc aujourd'hui, fait partie de ces objectifs. Donc on voit bien à quel point on a réussi vraiment le mettre dans le cœur de l'activité du département. Et c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Euh, et puis, peut-être pour dire aussi que nous, en France, on a toujours eu un gros lien avec l'université et les programmes notamment les programmes de Master 2. On avait lancé en 2014 un programme de ce qu'on avait appelé Public Outreach, University Outreach, pardon, dans lequel, en fait, on va souvent voir des programmes de Master 2 pour leur expliquer ce qu'on fait, pour leur expliquer quelles sont les problématiques juridiques sur lesquelles on travaille, pour répondre aussi souvent aux questions des étudiants sur comment on arrive chez Google, qu'est-ce que c'est que la vie d'un juriste chez Google, etc., etc. Donc on avait ce lien aussi déjà avec l'université, même si là c'est un peu différent parce qu'on ne va pas cibler une audience qui est sensible aux problématiques juridiques qu'on traite tous les jours, mais on avait ça aussi dans notre culture au sein de l'équipe juridique de passer du temps et de dédier du temps en fait aux étudiants en droit. On avait fait le Google Legal Academy il y a quelques années où on avait reçu 5 ou 6 masters de droit. On avait fait une compétition de case study. On avait fait venir plusieurs personnes au sein de l'entreprise pour leur expliquer aussi quelles étaient leurs activités. Donc, c'était déjà quelque chose qu'on faisait tous les jours. Donc, c'est un peu une extension de cette activité parce qu'on on est tous issus de l'université publique, on est tous passés sur les bancs des universités Fac. de droit, et donc c'est important pour nous de maintenir aussi le lien avec cela. Et en fait, il y a aussi il y a le retour aussi qu'on a. La première fois, on avait lancé le programme en IMIE, qu'on avait 12 étudiants qui se connectaient tout d'un coup. Alors, ce n'était pas Zoom, c'était Google Meet, mais quand vous voyez en fait l'impact que ça a sur les étudiants, c'est un impact concret, hein, pour des étudiants d'avoir une opportunité de faire un stage, une opportunité de rejoindre un cabinet d'avocats prestigieux. C'est quelque chose qui est tangible. Et donc, pour nous, c'est Je crois quelque qu'on chose était d'important. Ouais. je crois qu'on était encore plus contents que les étudiants Peut-être, ouais, à la peut-être, fin de la ouais. semaine. Ouais. Mais Mais c'est aussi une occasion pour nous. Pareil, ça va un peu sortir les violons, mais on est hyper conscient de la chance qu'on a, du cadre dans lequel on travaille. On est aussi hyper conscient de là d'où on vient. Moi, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais je suis quand même originaire du sud de la France, dans un petit bled paumé. Juste la Sorbonne, c'est quand même un truc extraordinaire en termes d'accès. Des entreprises comme Google, Facebook, etc. C'était Meta maintenant. C'était un peu des choses inimaginables de mon côté. Et donc, on se dit, avec la chance qu'on a,
En fait, ne pas rendre cette chance, ne pas give back, ça serait bien dommage. Ouais, Et c'est chouette. Mm. il y a peut-être un aspect qu'on voulait évoquer, c'est l'aspect du développement de carrière, en fait. Puisque, Justement, pardon, je t'interromps, Nathan, moi je voulais savoir justement avant je vais vous demander aussi quelques tips là-dessus. Qu'est-ce que vous en retirez? Là, tu disais le côté give back, Nadia, mais déjà, chacun d'entre vous, est-ce qu'il y a une chose que vous en retirez de ce programme que vous avez mis en place, justement? un, un brin de fierté. Ouais, c'est ce que je n'osais pas Ouais. dire, mais on est plutôt fiers quand on voit les étudiants. Aujourd'hui, on a une étudiante qui est passée par le programme. Ça fait presque 2 ans qu'elle est avec nous maintenant en CDD. Donc, c'est vrai que à chaque fois qu'on la voit passer, on se dit, ah, c'est génial en fait. C'est vraiment un impact au-delà du stage. Derrière, il y a eu une opportunité professionnelle qui s'est concrétisée et on sait qu'une ligne sur le CV, même si c'est qu'un mois dans un cabinet d'avocat, ça va vachement débloquer les étudiants. Encore une fois, on les reçoit. On leur demande, on leur dit, mais ton CV, il est plutôt mince. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas d'opportunité de stage ou il n'y a pas un stage déjà sur ton CV? Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas de réponse en fait positive. Ils envoient des tonnes et des tonnes de CV, ils n'ont pas de réponse. Ouais, je crois que c'est vraiment l'impact concret que ça peut avoir sur le parcours d'étudiants qui sont souvent brillants, qui ont souvent les mêmes compétences, les mêmes qualités que d'autres étudiants, mais voilà, qui sont freinés par d'autres obstacles et voilà, de faire lever ces obstacles à notre modeste échelle, c'est important. Et je pense que ça enrichit notre quotidien, tout simplement. On a la chance de faire un métier passionnant, de travailler sur des problématiques juridiques passionnantes, mais on se l'enrichit en ayant ce programme. Et je pense que c'est important dans le cadre d'une carrière d'avoir des soupapes comme ça, des moments de respiration où on peut aller travailler sur un projet un peu en décalé voilà, de ce qu'on fait, qui est plus concentré sur le business. Là, voilà, on va pouvoir faire autre chose. Et je pense que ça participe en fait à l'équilibre qu'on peut avoir entre les missions professionnelles et le reste. Et c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt encouragé chez Google. Du coup, vous considérez comme des juristes angels, comme on en parlait dans le titre. C'est un vrai sujet hein, qu'on a eu en amont, cette appellation-là. Est-ce que vous vous considérez comme ces juristes angels? Alors, on a eu la discussion, Oui. peut-être pour ceux qui suivent le podcast, enfin, le webinaire, on a eu la discussion sur le titre de l'émission et c'est vrai que Jurist Angel, on trouvait ça un peu prétentieux avec Nathan. On se disait, en fait, c'est pas forcément le message. Le message, c'est de dire, avec très peu de moyens et beaucoup de volonté, on arrive à peut-être, on essaye en tout cas de faire changer les choses. Jurist Angel, je sais pas. Non, non, je sais pas. En tout cas, le titre est très flatteur, mais Ils sont modestes, hein. Ils sont modestes. on est trop modeste pour ça. C'est sans doute le problème des juristes, on est trop modeste. Il y a un autre aspect, je crois que Nathan souhaitait l'évoquer sur le développement de carrière aussi, au-delà d'avoir une soupape et d'être impliqué dans un projet qui nous passionne. Je croyais que c'était les trois petits cochons, mais en fait, non, c'est autre chose. C'est Pierre qui a pas J'ai fini de essayé de vous regarder sa mettre, série. non, Excusez-le. j'ai essayé de vous mettre un petit truc rigolo, mais je n'arrive pas à le mettre bien, mais ça va venir. Je vais y arriver. Non, mais l'idée, c'est que c'est aussi un projet en entreprise. Et un projet, bah, il faut un chef de projet. Et donc, c'est aussi du développement de carrière au sein de l'entreprise. Euh, Et donc, on a décidé avec Nathan et avec d'autres organisateurs du programme maintenant en Europe de step back un peu l'année prochaine et de donner cette opportunité à d'autres juristes de l'entreprise, à nos équipes, de prendre le lead et de donner un nouveau souffle au programme. Mais oui, au-delà, encore une fois, d'être une soupape, c'est aussi un projet d'entreprise. Encore une fois, on a des objectifs qui y sont liés. Donc, c'est pas que sortez les violons, évidemment. Mais je voulais dire tout à l'heure, enfin, je voulais rebondir sur le fait quand vous dites, bon, ça donne un peu de fierté. Enfin, Audrey et moi, comme vous le savez, on a monté Fleet Network et je dois dire que c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est pas aussi ciblé que ce que vous faites, mais l'idée, c'était que Audrey puisse redonner à tous les membres de Fleet et moi aussi quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on fait en plus de nos activités respectives, d'animer ce réseau de juristes de la tech. Et c'est vrai que le sentiment de pouvoir participer, donner quelque chose et voir les gens leur donner ce coup de main, c'est vrai que c'est gratifiant. Je pense qu'on peut dire le mot fierté
ouais, n'est pas un vilain mot, on peut le dire. On est très content, on s'auto-congratule régulièrement avec Audrey là-dessus parce que voilà, on voit les résultats concrets. Je comprends totalement le sentiment que vous avez par rapport à ce superbe programme que vous avez mis en place. Merci. Merci. Propose voilà, de faire une transition voilà, de cette fierté que vous avez, Nathan et Nadia, d'avoir réalisé ce beau programme du coup chez Google pour passer aux chroniques et ensuite on reviendra aux questions des auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs qui sommes avec nous en direct, posez vos questions dans le chat. N'hésitez pas, Nadia et Nathan pourront y répondre juste après. D'abord, on va faire une pause, non pas de publicité, parce que nous n'en avons pas, mais une pause chronique avec d'abord la chronique de Pierre qui va lancer son propre jingle. Pierre, c'est Non, à c'est la chronique de l'India d'abord. Voilà, c'est l'India, donc je Et c'est recommence. du direct. Commençons par la chronique de l'India. C'est du direct, c'est parti, l'India, voilà ton jingle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel et qui tombe à pic, qui est souvent négligé d'ailleurs dans nos environnements de travail, c'est la célébration. Alors que ce soit pour de petits succès quotidiens ou pour des grandes réalisations, célébrer au travail est une pratique clé pour créer du lien et maintenir la motivation des équipes. Alors trop souvent, on est focalisé sur les problèmes, sur les peurs, on oublie de souligner les petites victoires qui peuvent transformer l'atmosphère de travail et favoriser un état d'esprit positif. Alors, je souhaitais aujourd'hui faire cette chronique, déjà pour célébrer notre 70e émission, Monsieur Pierre Landy, qui ne m'écoute pas, mais aussi parce que je me rends compte que lorsque je réunis des équipes lors de mes formations, au temps du télétravail et des visios, certains n'ont jamais déjeuné ensemble, et oui, je vous l'assure, ou très rarement. Certains ne se sont jamais vus. Et je suis souvent surprise, agréablement, je vous rassure, du lien qui se crée lors de ces moments hors cadre. L'importance de célébrer, Pierre, c'est aussi une bonne excuse de créer du lien, et je sais que tu le sais, bien entendu. Alors, on va commencer par les petites victoires. Il est facile de sous-estimer leur importance, mais ces moments de reconnaissance, ça joue un rôle crucial dans la dynamique d'équipe. Célébrer les petites réussites, comme la conclusion d'un projet mineur, la résolution rapide d'un problème, ou même une semaine sans incident, ça peut booster le moral et encourager un sentiment de progression continue. Souligner les petites victoires, ça montre aussi aux équipes que leurs efforts quotidiens sont appréciés. Ça peut être aussi simple qu'un email de remerciement ou une mention spéciale lors d'une réunion d'équipe. Chaque petite célébration, Nathan, ça crée une dynamique de réussite. C'est comme une petite boule de neige en fait qui grossit à mesure qu'elle descend la colline. Et chaque petite reconnaissance alimente la prochaine et encourage les équipes à viser encore plus haut. Alors, concrètement, Audrey, évidemment, ça veut dire quoi? Bah, réunir son équipe pour un petit déjeuner, par exemple, ou un déjeuner, c'est un budget raisonnable. C'est pas compliqué à organiser. Chacun à tour de rôle dans l'équipe peut être acteur d'ailleurs de cet événement. Et pour l'avoir conseillé, Nadia, à une équipe qui en avait besoin, chacun à tour de rôle, en fait, choisissait un restaurant dans le quartier. Donc, ça peut se faire tous les mois ou tous les trimestres, comme vous voulez. En tout cas, ça peut être comme un rituel ou une célébration. Vous pouvez le mettre en place dès à présent et le proposer lors d'une prochaine réunion d'équipe. J'ai envie que l'on célèbre l'arrivée d'un nouveau collaborateur, la fin d'un dossier compliqué, les JO dans Paris ou le blocage de Paris pour les JO. Pierre, pourquoi pas? Faites-le avec humour aussi. Et surtout, ce n'est pas du temps perdu. Vous serez surpris de la dynamique que ça crée. À l'autre bout du spectre, je ne vois plus Nathan, ça m'inquiète. À l'autre bout du spectre, il y a les grandes célébrations, Nathan, celles qui marquent des jalons importants, comme l'anniversaire de l'entreprise, l'atteinte d'un objectif majeur ou la clôture d'une année fructueuse. Et ces événements, ça joue un rôle central dans la culture d'entreprise. Et je sais que chez Google, vous avez cette petite pépite. Euh, les grandes célébrations, elles rappellent aux collaborateurs pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont accompli aussi ensemble. Ça renforce l'identité, les valeurs de l'entreprise en créant un sentiment d'appartenance et de fierté. Et ça, c'est très, très attendu. Contrairement aux petites célébrations qui stimulent
la motivation à court terme, bah, les grands événements, eux, ont un impact durable. Ils offrent une occasion de réfléchir sur les succès passés, de remercier les équipes pour leur travail acharné, se projeter aussi vers les défis futurs avec un regain d'énergie. Alors, on va parler de la manière de célébrer maintenant efficacement, car toutes les célébrations, elles ne se valent pas. Voici quelques petits conseils pour maximiser l'impact des célébrations dans votre entreprise. Et je ne vais pas être très longue, Pierre, ne t'inquiète pas. Les célébrations, elles doivent être sincères et authentiques, évidemment. Les collaborateurs peuvent rapidement percevoir une reconnaissance artificielle ou forcée. Prenez le temps de personnaliser vos remerciements et de montrer une véritable appréciation. Assurez-vous aussi que tout le monde est inclus dans les célébrations. Chaque membre de l'équipe, Audrey, du stagiaire au cadre supérieur, doit sentir qu'il a contribué au succès collectif. Varier aussi les formes de célébration. Ça, je sais que chez FED, vous le faites aussi beaucoup. Ça peut aller d'un simple déjeuner d'équipe à des événements plus formels, comme des soirées de gala. Enfin, l'important, c'est de garder des célébrations variées. Et puis aussi, écoutez les retours de vos collaborateurs sur les célébrations passées et adaptez-vous en conséquence. Ce qui fonctionne pour une équipe peut ne pas fonctionner pour une autre. Donc, soyez flexible et prêt à ajuster votre approche. Vous l'aurez compris, célébrer les petites ou les grandes victoires au travail n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir la motivation et la cohésion des équipes. Dans un monde professionnel souvent centré sur les problèmes et les défis, prendre le temps de reconnaître et de célébrer les succès, même les plus modestes, peut transformer l'atmosphère du travail et promouvoir un état d'esprit positif. Au temps du télétravail, n'oubliez pas que c'est d'autant plus précieux. N'est-ce pas, monsieur Pierre Landy? Merci beaucoup, Lydia, pour cette superbe chronique. Évidemment, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Donc, voilà, merci encore de le rappeler. Je crois que vous tous, vous êtes un bel exemple, hein, parce que je sais que chez FED, ça se fait beaucoup, chez Google aussi, mais c'est bien de le rappeler à nos auditeurs et j'imagine que chez Pierre, Pierre évidemment adore célébrer, il célèbre tout ce qui est possible. Donc célébrons aujourd'hui notre 70e émission, les amis. Absolument, absolument. Et Et ben donc, maintenant, c'est à ton tour, Pierre. absolument. Et là, je m'auto-lance. Voilà. Donc voilà, c'est parti. We do. Alors, moi, ça va être moins une célébration, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la situation des enquêtes internes. Alors, ben voilà, on va aborder un sujet délicat mais important. Comment réagir lorsque vous êtes directeur juridique ou juriste et qu'on vous a chargé de mener ou éventuellement de co-mener avec la DRH une enquête interne sur un de vos pairs. Et alors, pire encore, imaginez un de vos pairs au comité de direction pour donner suite à des faits allégués, par exemple via une hotline anonyme, et que vous devez recommander une éventuelle sanction disciplinaire ou pas. Alors, c'est un sujet particulièrement important car vous le savez, la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique impose aux entreprises de plus de 500 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros de mettre en place un dispositif de conformité qui inclut notamment une telle hotline pour les signalements. Après, vous n'avez pas besoin de vous retrouver dans ce type de société pour avoir un signalement et il va bien falloir y donner suite. Si des salariés multiples vont à la DRH pour indiquer que telle personne est un véritable bully, voilà, est un monstre vis-à-vis de ses équipes, va probablement falloir mener une enquête. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend lorsque cette situation se matérialise et que ça tombe sur vous et qu'on vous demande d'enquêter donc sur un salarié, voire quelqu'un que vous connaissez très bien, avec qui vous travaillez régulièrement? Alors moi, je vais vous donner 11 petits conseils pour véritablement faire ça de la manière la moins désagréable possible. Tout d'abord, numéro un, avant de commencer l'enquête, vous devez comprendre les faits allégués et les enjeux de l'enquête. Vous devez vous familiariser avec les politiques et les procédures internes de l'entreprise en matière d'enquête, de sanctions disciplinaires, ainsi que, quand même, idéalement, les jurisprudences, les réglementations spécifiques, le cas échéant, celles qui sont spécifiques à votre secteur d'activité, pour garantir une conformité légale maximum au process. Deuxièmement, établissez un plan d'enquête clair et détaillé. Donc, identifiez les personnes à interroger,
les documents à examiner, les étapes à suivre et dans quel ordre. Évidemment, votre plan d'enquête doit être conforme aux lois et règlements applicables. Ça ne va peut-être pas être la même procédure que vous soyez en France, en Espagne ou aux États-Unis. Pensez quand même, s'il s'agit d'interviewer plusieurs personnes, à poser les mêmes questions dans le même ordre pour commencer l'entretien, y compris la façon avec laquelle vous expliquez la procédure. Avoir un petit script, c'est plutôt pas mal. Et vous devez vous assurer que le plan d'enquête est réaliste et que vous allez avoir les ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. Numéro 3, ça paraît une évidence, mais ça va bien de le redire, soyez impartial et objectif dans votre enquête. Évitez tout conflit d'intérêts ou toute apparence d'impartialité. Vous devez traiter toutes les personnes impliquées dans l'enquête de manière équitable, respectueuse. Et si vous avez des doutes sur votre impartialité, eh bien, il est complètement OK de demander à quelqu'un d'autre de mener l'enquête. Essayez quand même de mener cette enquête de manière relativement rapide en vous mettant à la place de la personne sur laquelle porte l'investigation. Il ne faut pas laisser cette personne trop longtemps dans l'incertitude, surtout si l'enquête ne débouche sur rien. Donc, moi, je recommande toujours une dizaine de jours. C'est un bon délai. C'est déjà très long pour la personne qui a subi une enquête. Et s'il est nécessaire, impliquer un observateur indépendant pour garantir l'impartialité du processus. Et c'est particulièrement utile dans le cas d'un top exec sur lequel vous devez enquêter. Numéro 4, respecter la confidentialité et la vie privée des personnes impliquées dans l'enquête. Bien évidemment, ne divulguez pas d'informations confidentielles ou sensibles à des tiers non autorisés. Vous devez aussi vous assurer que les personnes impliquées dans l'enquête sont informées de leurs droits en matière de confidentialité, de vie privée, comment vous allez préserver leurs témoignages. Et puis, si l'enquête n'a pas lieu en France, eh bien, renseignez-vous sur vos obligations sur ce sujet. Et puis, utilisez des outils de stockage sécurisés, chiffrés, pour stocker les données, les documents, les interviews, les vidéos, que sais-je. Numéro 5, utilisez des techniques d'entrevue efficaces. Donc, il est crucial de recueillir des informations précises et fiables auprès des personnes interrogées. Vous devez absolument éviter les questions suggestives ou orientées. Vous devez vous assurer que les personnes interrogées sont à l'aise, qu'elles comprennent les questions que vous leur posez. En revanche, n'orientez en aucune manière les réponses. Soyez le plus objectif possible et neutre. Conduisez l'interview de la personne accusée avec soin, parce que bien évidemment, on va interviewer des témoins, des gens qui ont pu voir des choses, mais on va aussi interviewer la personne sur qui porte l'accusation. Donc, prévoyez soigneusement cette entrevue, c'est mon conseil numéro 6, en révisant tous les faits recueillis, informer la personne de ses droits, y compris dans certains cas le droit d'être accompagné d'un représentant du personnel ou d'un conseil, si c'est applicable. Assurez-vous que l'entretien se déroule dans un environnement privé, sécurisé, respectez la confidentialité. Évitez toutes les formules accusatrices et permettez à la personne d'exprimer, de donner sa version des faits. Maintenez une posture neutre, écoutez attentivement, documentez précisément les réponses et les observations. Numéro 7, analysez à ce moment-là les preuves requises de manière rigoureuse et méthodique, évaluez la crédibilité, la pertinence des preuves, ce que vous avez entendu. Vous devez tirer des conclusions sur des preuves tangibles, pas sur un gut feeling, pas sur une impression. Si nécessaire, vous pouvez d'ailleurs demander l'aide d'un expert pour vous aider à analyser les preuves. Numéro 8, documentez toutes les étapes de votre enquête de manière détaillée et précise. Notez les jours, les documents, recueillez tout ceci dans un endroit sécurisé. Informez les personnes impliquées dans l'enquête de la façon avec laquelle les informations seront utilisées et conservées et pendant combien de temps. Numéro 9, communiquez les résultats de votre enquête de manière claire et transparente à la hiérarchie ou à la personne qui vous a mandaté pour cette enquête. Lors de la communication de vos conclusions, continuez de respecter la confidentialité des personnes que vous avez pu rencontrer. Vous devez, et par ailleurs aussi, vous assurer que les personnes concernées comprennent comment l'enquête a été menée, les résultats de l'enquête et ses éventuelles conséquences. On arrive donc pratiquement à la fin. Conseil numéro 10, recommander une sanction disciplinaire ou pas en fonction des résultats de l'enquête. Eh bien, vous devrez alors recommander une sanction, si c'est nécessaire, adaptée bien évidemment à la gravité des faits. Est-ce qu'on parle d'un avertissement verbal, écrit, d'une mise à pied, la suppression d'un bonus annuel, un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, ou alors carrément pour une faute lourde, voire une plainte au pénal? Tenez absolument compte des précédents et de la cohérence de la sanction que vous recommandez avec la politique de l'entreprise. N'allez pas imposer une sanction pénale à un dirigeant A, alors que pour un dirigeant B, il y a 6 mois, on a à peine annulé le bonus, voire on a juste fait un petit avertissement écrit. Soyez logique.
Et enfin, dernier conseil, suivez les étapes de la procédure disciplinaire de l'entreprise. Vous devez vous assurer que les droits de la personne concernée sont respectés, que la procédure est équitable, transparente. N'oubliez pas, comme j'ai dit, d'impliquer les représentants du personnel, respecter les délais légaux qui peuvent exister dans ce genre de situation. Donc, en conclusion, mener une enquête en interne, eh ben, ça peut être une tâche complexe, délicate, mais en suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de gérer la situation de manière professionnelle, surtout juste et efficace. Il est important de se rappeler que l'objectif de l'enquête, c'est quand même de découvrir la vérité et de prendre des mesures appropriées pour protéger les intérêts de l'entreprise et de ses employés. Donc, en tant que directeur juridique, vous avez un rôle clé à jouer dans ce process et en suivant les bonnes pratiques, en mettant en place des procédures établies et fiables, vous pourrez contribuer à garantir que l'enquête est menée de manière équitable et que les résultats sont justes et crédibles pour toutes les personnes impliquées. Merci Pierre pour tous ces très bons conseils, toujours très concrets pour mener une enquête donc interne. Et merci Lydia aussi pour tes conseils pour célébrer comme il se doit, même les petites victoires et pas uniquement les très grandes. Après ces deux chroniques toujours pleines de bons conseils et merci à tous les deux pour ça à chaque fois, est-ce qu'on pourrait revenir à Nathan et Nadia avec, je crois, une question de ta part, Lydia? Oui, j'ai même deux questions, mais je vais Ah. faire vite. Euh, à vous entendre, évidemment, Nathan et Nadia, ça donne très envie. Et enfin, votre démarche, elle est, je trouve, vraiment, vraiment chouette. Vous devez avoir énormément de demandes, j'imagine. Je ne me rends pas compte, en fait, du nombre de candidatures que vous devez avoir et comment vous faites pour les sélectionner. En fait, on se repose beaucoup sur de super partenaires. Nathan le disait tout à l'heure, on travaille avec la Grande École du Droit et avec l'association La Courte Échelle. Et ces deux acteurs filtrent un peu les candidats. Ils nous envoient des CV de candidats auxquels ils pensent. On a peut-être une dizaine de chaque, donc une dizaine d'étudiants pour la grande école et une dizaine d'étudiants qui viennent de la courte échelle. Euh, Cette année, on vient de clore les entretiens. On a sélectionné 2 candidats. L'idée, c'est aussi d'offrir l'opportunité dans toute l'Europe à plusieurs candidats et à la fois de maintenir un espèce de chiffre seuil pour que l'expérience soit Ouais. bénéfique, pardon, aux étudiants. On en est à 40 étudiants. On trouve qu'on en a discuté avec les autres membres de l'équipe. On trouve que c'est un peu le max Ouais. pour permettre aux étudiants d'interagir entre eux, de créer du lien entre eux, de pouvoir poser des questions pendant les différentes conférences auxquels ils sont confrontés, de pouvoir poser des questions pendant les workshops, d'avoir des ateliers pratiques qui servent finalement. Et au-delà de Bien sûr. 40, on trouve que ça fait beaucoup. On aimerait accueillir beaucoup plus d'étudiants, mais c'est vrai qu'on se limite un peu à ce chiffre de 40 et à une équité en Mm. termes de candidats par pays. Ok, ok, je comprends. Et deuxième petite question, je fais vite. Là, on parle du domaine juridique. Est-ce que chez Google, on fait ça aussi dans d'autres secteurs? Je sais pas, dans le marketing ou est-ce qu'on le propose dans d'autres secteurs? Enfin, Google, c'est une entreprise où il se passe énormément de choses en interne. Il y a beaucoup de groupes in- internes à l'entreprise selon différentes sensibilités, selon différentes centres d'intérêt, ce qui fait qu'en fait, il y a une vie, ne serait-ce qu'au bureau de Paris, assez intense. Il y a des talks qui sont organisés, il y a des gens qui sont invités pour venir parler de sujets, ça peut être la sustainability, ça peut être la diversité, ça peut être une appartenance à une culture en particulier. Donc, je pense, pour revenir à ce qu'on disait, ce qui nous a permis de nous lancer en tant que juriste modeste dans une entreprise, enfin, dans un projet comme ça, c'est justement qu'on est favorisé, on est incité en fait à aller un peu au-delà de juste le core job, comme je disais, et se lancer dans des projets. Ok, Et ok. peut-être pour rebondir sur ta chronique, Lydia, à la fin de chaque session, on envoie un message à l'ensemble du département juridique pour dire, bah voilà, cette année, nous avons reçu autant d'étudiants pour féliciter l'ensemble des participants en fait, au programme. Comme on dit, it takes a village, donc ils font un village pour arriver à faire ce genre de projet. Ce qui permet à la fois de féliciter les gens qui ont investi du temps en plus de leur temps de travail pour que le projet aboutisse, mais en même temps de faire connaître le projet et justement que d'autres personnes Oui. viennent y participer les années d'après. Donc c'est à la fois féliciter les gens, mais aussi faire connaître l'initiative et ce qui se passe dans l'entreprise. C'est important pour que les gens soient informés de ce qui s'y passe. Ou l'importance de la célébration.
J'ai une question aussi rapidement pour finir. Après, vous annoncerez la prochaine émission. Justement, là, au tout début, Nadia, tu nous disais que voilà, vous aviez réussi à mettre tout ça en place avec peu de moyens. Alors, c'est vrai que vous venez de chez Google et vous êtes très favorisé aussi à avoir ce genre d'initiative. Est-ce que vous auriez juste deux ou trois conseils pour des personnes qui sont juristes ou pas juristes d'ailleurs, pour monter une telle initiative, qui n'ont pas forcément le support d'une grosse entreprise comme Google? Qu'est-ce qui marche? Voilà, deux ou trois tips vraiment pour mettre en place ce genre d'initiative ou une initiative qui pourrait épanouir n'importe quel. Ah, ça sonne chez l'un d'entre vous. Du coup, et Cherchez pas, on sait qui c'est. alors que c'est Pierre qui nous dit coupez bien vos notifications à chaque fois. Hein. Et moi, T'embêtes, Pierre. j'aime bien vérifier que vous êtes, vous coupez toutes les notifications, mais pas celles du portable. Bon, Et je reviens du coup à ma question. Est-ce que vous auriez, Nadia et Nathan, juste deux ou trois types de choses qui marchent pour lancer ce genre d'initiative, peu importe qu'on soit chez Google ou au sein d'une PME ou d'une start-up ou d'une petite structure, qu'est-ce qui marche? C'est une super question. Merci de la poser à la fin de l'entretien parce que ça nous permet d'ouvrir des portes aussi avec les membres du FLIT. On est évidemment disponible pour brainstormer sur le programme avec des auditeurs du webinaire et des membres du FLIT pour voir comment est-ce qu'on peut essayer d'élargir cette initiative à d'autres entreprises qui souhaiteraient le faire, à d'autres juristes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Mais peut-être que si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être s'entourer du meilleur partenaire, Waouh. s'entourer de très bons partenaires de manière générale. On a vraiment la chance de pouvoir s'appuyer sur à la fois la grande école du droit et la courte échelle, c'est des acteurs qui s'inscrivent exactement dans ce qu'on essaye de faire et qui nous aident beaucoup en fait au quotidien pour pouvoir lancer le projet en France. Ouais, et prendre du plaisir en fait. Il faut que ça soit un projet dans lequel on prenne du plaisir. Il n'y a pas de, y a pas de, c'est pas une question enfin, on parlait de développement de carrière, mais le but là, c'est pas le développement de la carrière en soi, c'est juste de prendre du plaisir à se développer soi-même, et à donner un peu de sens encore plus de sens à ce qu'on fait en tout cas. Et donc, effectivement, en bonne compagnie, avec beaucoup de fun, parce que je crois que c'est ça aussi l'idée, c'est aussi de s'amuser dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est les conseils qu'on pourrait donner. Eh ben, je trouve que c'est une magnifique conclusion. On ne peut pas mieux avoir comme conclusion. Et en tout cas, on vous remercie tous les deux, Nathan et Nadia, pour ce retour d'expérience, pour nous avoir expliqué ce que vous faites chez Google, comment vous avez mis en place ce mentorat pour les étudiants. Et bravo pour ce que vous faites vraiment. Merci. Et Merci puis, Ouais, de nous avoir donné la parole sur ce sujet. exactement. Merci beaucoup. Et bah, écoutez, continuez à prendre du plaisir dans tout ce que vous faites pour le coup. Vous aussi, qui nous écoutez, prenez du plaisir, célébrez aussi ces moments de plaisir avec vos collaborateurs, vos super partenaires, comme on le fait aujourd'hui avec Pierre et Lindia. Et d'ailleurs, Nous aussi, on s'amuse. Sinon, on le ferait pas. Hein. voilà, Sinon, ça, on ne c'est serait sûr. pas à la ça c'est 70e. clair. Hein. Et justement, il y aura une 71e pardon, émission. Et Pierre, est-ce que tu peux nous dire qui on reçoit dans 15 jours? Absolument, absolument. On va se retrouver donc le 11 juin 2024 avec Nicolas Autet, qui est avocat au cabinet BG2V. Et on va parler marché public. Et Nicolas va nous expliquer que contrairement à une idée reçue, eh bien, c'est pas si compliqué de répondre à des appels d'offres et qu'au contraire, il y a beaucoup de business à prendre. Mais voilà, je ne vais pas anticiper sur tout ce qu'il va nous expliquer. Donc voilà, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans Club Sandwich. Donc le 11 juin, les marchés publics avec Nicolas Autet. Merci Pierre, merci Lindia et aussi merci Nathan et Nadia pour ce bon moment partagé ensemble. À Merci très beaucoup. bientôt dans les Gay Club Sandwich. Bon appétit Merci à à tous. tous, très Merci. bonne journée à tous et c'est jingle, enfin générique plus exactement. See the money won't stay for you. Getting all the peace and pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and this is the way what's the best to make your money. Alright. Greenback Boogie. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'est pas arrêté.